Et en ce jour de coup d'envoi du mondial de football féminin, on a décidé d'en finir avec les machos. C'est en tout cas ce qui est écrit sur la couverture de votre livre, Lucie Brasseur. #MeFoot, merci à vous d'être avec nous. Ce livre est publié aux éditions du Rêve, un titre résolument féministe. Oui, tout à fait. C'est l'angle de cet ouvrage. J'ai voulu parler de foot féminin, mais comme la plupart des gens, en fait, c'est-à-dire presque comme si ça venait de quelqu'un qui n'y connaît rien. Parce qu'on voit, c'est la première fois qu'en France, on va vraiment pouvoir donner la parole autour de la pratique du football par les femmes. Et j'avais envie qu'on puisse, que tout un chacun, en fait, même ceux qui n'aiment pas le foot ou ceux qui n'y connaissent rien dans la pratique féminine, puissent s'identifier, puissent y apprendre des choses, puissent s'immerger dans cette pratique. Il y a une dimension sociologique, historique aussi dans les interviews que vous avez menées. Il y a aussi un documentaire qui va sortir dans très peu de temps. Et ce livre et ce documentaire, en fait, ils sont partis d'une réflexion de Valentin, 6 ans et demi. C'est le fils de votre compagnon qui dit « le foot ». C'est pas pour les filles. Ouais, c'est pire que ça. C'est-à-dire que le mot qu'il a utilisé, c'est le mot droit. Il me dit, je ne savais pas que les filles avaient le droit de jouer au football. C'était terrible. Puis en fait, autour de moi, on m'a très vite confirmé que sa question, elle n'était pas absurde, puisque les filles n'ont effectivement pas eu le droit pendant plus de 40 ans de jouer au football. Enfin, ça a été les deux éléments. En France, oui, en France. Pas seulement en France, mais en tout cas en France. Et il y a justement quelque chose de très prégnant culturellement, parce qu'on va regarder quelqu'un, il n'a pas 6 ans et demi, il en a près de 70, il s'appelle Alain Finkielkraut, il a dit peu ou prou la même chose sur la chaîne CNews à propos de la Coupe du Monde de football féminin. Écoutez. Arrêtez l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence, si vous voulez. C'est très bien que les femmes jouent au football, c'est très bien. Non, mais vous le prenez avec condescendance. Mais je le prends pas avec condescendance, mais ça ne me passionne pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Mais pourquoi elles sont formidables? Mais tant mieux. Et je souhaite la victoire de l'équipe de France, et ce sera très bien qu'elle gagne son premier match contre la Corée du Sud. Mais je ne serai pas scotché devant ma télévision pour voir un match de football féminin. Vous avez tort. Bah oui, j'ai tort. Bon. Et après, vous allez me demander de regarder un match de boxe entre femmes et puis un match de rugby. Et ben moi, j'ai pas envie. Voilà, il n'a pas envie, Alain Finkielkraut, des propos qui ont provoqué un tollé sur Twitter. C'était il y a 2 jours seulement. Comment vous l'analysez, vous, cette sortie de l'essayiste, qui est souvent polémique, Vous avez ri, quand même. En fait, j'ai tellement regardé cette séquence que maintenant, elle me fait rire. On dirait un môme, quoi. J'ai pas envie. Va te laver les dents, j'ai pas envie. Va regarder un match de foot, j'ai pas envie. C'est ridicule. C'est ridicule, mais c'est son fond de commerce. Il se positionne toujours comme ça, un peu toujours frontalier avec le politiquement incorrect, mais plutôt de l'ordre du non-verbal. Il le dit pas vraiment, même s'il le fait comprendre. On a envie de l'étrangler et en même temps, on n'a pas de quoi. Voilà. On est dans un vide. Est-ce que ça dit quelque chose aussi, quand même, de la situation en France par rapport au football joué par des femmes? Alors, oui et non. Ça dit quelque chose de la situation que ça a été. Aujourd'hui, les choses évoluent quand même. Entre 2009 et 2019, on est passé de 40 000 licenciés femmes à 185 000, près de 200 000 Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre. Ouais. Donc, à partir du moment où, en 10 ans, on a une explosion de la pratique en club, on imagine que ça suit aussi dans les stades. On voit que... Et ça suit, d'ailleurs. C'est ce que vous dites aussi dans le livre. Il y a aussi de plus en plus de matchs diffusés à la télévision. Là, on voit aussi des grosses campagnes de pub, justement, autour de cette Coupe du Monde en France. C'est peut-être aussi parce que c'est en France. Mais en tout cas, on sent que, du côté des sponsors, peut-être aussi de la fédération, il y a quelque chose qui se passe. Oui et non. Soyons raisonnables. Évidemment, c'est 1000 fois mieux qu'il y a 10 ou 20 ans, quand les filles avaient une enveloppe avec 210 francs. Elles vérifiaient bien qu'elles avaient la pièce de 10 francs pour partir jouer en sélection et qu'elles avaient leur tenue de travail. Voilà. Évidemment, ça a beaucoup évolué, mais il y a encore du boulot. Alors, sur l'aspect des sponsors, j'en ai parlé encore hier avec Jean-Michel Aulas. Il me dit que maintenant, les entreprises du CAC 40 sont très intéressées par l'accompagnement de la pratique par les femmes, simplement parce que les valeurs véhiculées sont très positives. La Fédé a vraiment soutenu le développement de la pratique féminine quand en 2010, la pratique masculine n'était pas au meilleur de sa forme. C'était plutôt très mal vu, et, l'histoire de la dernière Coupe du Monde. Donc il y a eu une volonté de la Fédé à ce moment-là, mais bon, aujourd'hui, on voit que la Fédé ne fait pas non plus 100% du boulot, quoi. En ce moment, à l'ouverture de la Coupe du Monde à domicile, le site internet de la Fédé ouvre sur une pub pour France-Andorre en septembre. Donc il y a encore du boulot. Alors,
mi-foot. MeToo, évidemment, aussi, hein, on le disait, ça s'inscrit aussi dans cette mouvance-là. On en parle aussi donc de plus en plus de ce football féminin. Vous avez dit également, à l'avoir écrit avec cet angle féministe, et vous avez rappelé tout à l'heure, on y revient justement, que pendant près de 40 ans, c'est ça, les femmes n'ont pas eu le droit. Oui, c'était interdit. C'était interdit par la loi. En fait, ça a été décidé en 1940. Donc en fait, ce football professionnel, il est extrêmement récent. Très récent. C'est 1970, mars 70, les premières licences pour les filles de Reims. C'est 91 pour la première Coupe du Monde enfin reconnue par la FIFA. Il y a eu quelques Coupes du Monde officieuses avant. C'est 2008, décembre 2008. Il y a 6 mois, le premier Ballon d'Or féminin. 2018, oui, c'est ça. 2018, oui. Pardon. Oui, il y a 6 mois. Avec Ada et Gerberg, hein, c'est ça. Et avec un événement... et on va voir les images, hein, même avec Martin Solveig. Hein, une magnifique remarque bien sexiste DJ, et bien lourde. Qui, quand elle reçoit ce premier ballon d'or, voilà. C'est là, non, voilà. Elle dit non. Il lui demande si elle sait danser le twerk. Et on voit... Elle menace, enfin, elle menace pas, mais on voit son corps partir. Elle ne supporte pas. C'est une femme engagée. Hein. Elle est très engagée. La preuve, elle ne participe pas à cette Coupe du Monde. Elle ne participe pas à cette Coupe du Monde parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle trouve insupportables encore aujourd'hui. Et pourtant, c'est la femme... Enfin, c'est le Ballon d'Or, c'est la femme aujourd'hui la mieux payée, la footballeuse la mieux payée de la planète foot. Enfin, c'est quand même... Enfin, voilà, et elle joue en France, enfin, elle joue dans un club français. Donc, quelle femme. Quelle femme. Autre femme, c'est Marinette Pichon, voilà, qui a préfacé votre livre, qui vous a accompagné aussi, qui n'a pas pu le faire autant qu'elle le voulait durant l'écriture et le tournage aussi. Tous les jours, elle me le dit, oh là là, j'avais tellement envie de t'aider, vivement qu'on fasse le tome 2. Ce qu'on ressent, en tout cas, dans sa préface, et aussi à travers les entretiens d'autres femmes hein, dans ce livre, c'est ce combat. Vraiment, c'est-à-dire qu'elles veulent jouer, évidemment, c'est une passion, et c'est aussi un combat de tous les instants pour démonter les stéréotypes, et puis aussi pour en vivre, parce qu'elles ne peuvent pas en vivre principalement. Hein, la plupart de ces femmes doivent avoir un autre boulot à côté, quoi. C'est ce qu'on appelle un double projet. Évidemment, chez les garçons, c'est aussi important parce qu'en cas de blessure, en cas de fin de carrière prématurée, en cas de performance sportive pas suffisante, c'est bien de pouvoir envisager une deuxième carrière, donc double projet ou professionnel ou d'études. Mais chez les filles, c'est pas une possibilité, c'est une obligation puisqu'on a... C'est le cas de Gaëtane Tiné, hein, je crois. Par exemple, oui. Alors, elle travaille avec la Fédé. Qui est dans l'équipe de France. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 200 joueuses professionnelles. Il y en a 50 qui sont à plein temps salariées des clubs. 50 sur 200, quoi. C'est vraiment très, très peu. Toutes les autres, elles sont ou à mi-temps ou plus ou moins déclarées. On ne sait pas trop. Il n'y a pas de transparence là-dessus. À vivre dans des conditions quand même difficiles pour certaines, très précaires. Il y a des filles qui vivent dans des appartements insalubres et qui jouent en D1. Voilà. Alors, vous avez interviewé aussi de jeunes joueuses, hein, on les sent très enthousiastes. On sent quand même que quelque chose est en train de se passer, qu'elles suivent déjà les traces de ces pionnières comme Marinette Pichon, par exemple. C'est étonnant parce que d'un côté, elles nous remontent des remarques qui sont surréalistes. En 2019, elles nous disent qu'elles entendent encore « rentre dans ta cuisine, t'es une fille, c'est pas pour toi le foot, etc. » Elles entendent ça. Et à côté de ça, c'est une des premières générations qui peut dire « moi, je veux devenir footballeuse professionnelle, c'est une option de vie. » Ça n'était pas possible il y a 10 ans. Oui, il y a cite Eugénie Le Sommer, hein, beaucoup, justement. Eugénie, même Marinette, pourtant c'est une génération encore avant, Amandine, elles ont des modèles qu'elles peuvent s'approprier, et ça, c'est la première fois. Alors, c'est un road trip aussi. Hein. Vous êtes allé dans d'autres pays pour voir comment ça se passe. Vous êtes allé en Allemagne, au Portugal. Vous avez aussi contacté des joueuses aux États-Unis. Les États-Unis, justement, c'est quand même une culture très particulière. C'est là où est partie Marinette Pichon au début des années 2000. Le football, là-bas, le soccer, comme on l'appelle, en fait, la moitié, pour moitié, ce sont des filles qui y jouent, des licenciés, et pour moitié, des garçons. Alors, dans le livre, je dis que c'est 50-50. En fait, on est plutôt à 55% de licenciés femmes et 45% de licenciés hommes. Mais comme on n'a pas les chiffres très très précis, j'ai préféré dire que c'était à peu près 50-50. À peu près équivalent. En fait, aux États-Unis, le sport testostérone par excellence, c'est le football. C'est le fameux football américain. Voilà. Exactement. Et donc, il y a eu une espèce de place vacante pour ce soccer, parce que les garçons s'en saisissaient pas vraiment, et c'est devenu
disons, la discipline sportive féminine. Et là-bas, une petite fille, pour elle, c'est tout à fait normal. Dans une famille, dit, tu pratiques quoi comme activité extrascolaire? Ben, je joue au football. En France, on la regarde encore un peu bizarre quand elle est autorisée à pratiquer en club. Oui, ça reste quand même dans la tête de beaucoup de parents un sport pas pour les filles, parce qu'on a peur qu'elles se blessent. Voilà, Mais malheureusement, c'est pas que les blessures qui font peur, c'est juste l'image. Et l'image aussi, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est une fille qui joue au football, bah non, ça fait pas assez féminin, dit-on. C'est ça. En fait, c'est les arguments des années 30, 40 qui reviennent aujourd'hui. Il suffit de voir une cour d'école. J'en ai discuté il y a 3 jours avec une institutrice. Elle m'a dit, enfin une maîtresse d'école, elle m'a dit exactement ça. Elle m'a dit, 90% de ma cour est réservée au terrain de foot pour les garçons et les filles dans un petit coin en train de jouer à la corde à sauter. Mais nous, enseignants, on est obligés d'aller jouer avec les garçons. Oui, ça a été théorisé, justement, le fameux espace public de la cour de l'école. Donc les maîtresses maintenant sont en train d'aller jouer au football, ce qui est génial, quoi, avec les petites filles parce qu'elles s'autorisent. Le tout, c'est de faire aussi sauter les freins mentaux des petites filles elles-mêmes. Et la révolution, justement, du football féminin, elle passera peut-être par l'éducation. On n'a pas le temps de revenir sur tout, et notamment sur les fameux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans le football. Il y a cette citation de Marie-Georges Buffet, l'ancienne ministre des Sports en France, que vous citez justement, où elle se demande si est-ce qu'il faut vraiment que les femmes atteignent le même niveau de financiarisation que dans le football joué par les hommes. Ça, c'est une vraie question, et ça rappelle ce que vous disiez en 2010, justement, quand il y a eu toutes ces histoires autour du football et du mondial et du football masculin. Voilà, il y a peut-être une autre culture par le football des femmes. Enfin, peut-être que voilà, le football va être assaini peut-être par le football féminin. Pour ça, il faudrait qu'on ait un très beau titre. Justement, dernière question. Vous vous attendez à quoi ce soir entre France et Corée du Sud? Vous allez suivre? Ah oui, évidemment, je vais suivre. J'ai l'impression de rentrer en 6e. C'est terrible. Alors, il y a une Coupe du Monde à domicile. Enfin, la tension est à son comble. Je ne sais pas. Moi, je dirais un 2-1 pour la France. Bon. Mais on verra. On va essayer d'être optimiste. Merci, Lucie Brasseur, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je rappelle que votre livre #MeFoot et puis votre documentaire, voilà, sont disponibles. Enfin, bientôt disponibles pour le documentaire, et pour votre livre, il est publié aux éditions du Rêve. Merci à vous d'avoir été avec nous.